Le spectacle républicain actuel, complètement affligeant comme on en a pris l'habitude, est-ce qu'il y a quelque chose à en penser? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce chaos constant? C'est ce qui frappe. Ce qui frappe. Alors, eh bien, ce qui impressionne, c'est le décor. Heureusement qu'il y a des bâtiments qui datent du XVIIe siècle. Heureusement que ce sont des palais, des châteaux. Heureusement qu'il y a des gens qui font du bruit avec leur moto, qu'il y a quelques drapeaux, etc. Donc, s'il n'y avait pas ce décorum, ils sembleraient être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des nullités. C'est le néant. Ça ne dépasse pas le café du commerce. C'est peut-être même plus intelligent. Donc c'est une mise en scène. Et moi j'avais eu la révélation un jour, j'étais avec, disons que Jean-Louis Debré, j'avais visité l'hôtel de Lassay qui était à côté de l'Assemblée, le Palais Bourbon, et j'avais eu la révélation que c'était un décor. Ce n'est qu'un décor. Il raconte des petites histoires. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. C'est pas là que ça se passe. Quand vous voyez quelque chose qui est trop bête, c'est qu'il y a quelque chose d'intelligent ailleurs. Mais là, ce sont des clowns, si vous voulez, et ce sont des clowns, et des clowns dans un château, dans un palais, ben, ça ne fait pas un gouvernement. Et qui arrivent quand même à avoir le pouvoir avec leur clownerie, quoi. Mais ils n'ont pas le pouvoir, on leur donne. C'est-à-dire que c'est tout le mystère du pouvoir, et je l'avais bien décrit avec le coup d'État de Claude-François de Mallet à la Révolution en 1812, c'est que tout seul, il se met en uniforme, il remplit des papiers. Alors d'abord, il commence, il dit « je veux prendre le pouvoir ». Vous êtes tout seul, mais c'est la situation actuellement. Vous êtes tout seul, il dit « je veux prendre le pouvoir ». Comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais donner l'impression que je suis le pouvoir, puisque tout le monde obéit à des formes. On n'obéit plus à personne, on obéit à une forme. On dit « c'est lui le président » et tout le monde se met à genoux. Bon. Et donc il suffit d'avoir le nom collé sur soi, et tout le monde fait comme si vous étiez ce que dit le nom. Donc Claude François, il se dit « bon, Claude François de Mallet, je vais avoir un uniforme », il se fait faire un très bel uniforme, il prend du papier, il dit comment est le pouvoir? Eh ben, quel pouvoir actuellement? Napoléon est parti, donc c'est le Sénat. Et il fait un Sénanus consulte, bien écrit, en disant que le Sénat donne le plein pouvoir à Claude François de Mallet. Alors pour le justifier, il dit Napoléon est mort sur les murs de Moscou, et le Sénat donc donne les pleins pouvoirs à Claude François de Mallet. Et puis après, Claude Mallet, il dit après, puisque j'ai le pouvoir, au nom des pouvoirs qui m'ont été conférés, je demande au commandant de la caserne de la cour de mettre 2 cohortes à mon service. Et puis après, il se présente devant la caserne le soir, quand les gens commencent à venir, et il dit au commandant, voilà, Napoléon est mort, c'est moi qui ai les pleins pouvoirs, vous me donnez 2 cohortes. Et alors, le général se dit, qu'est-ce qui va m'arriver, ma promotion? Il dit, oui, les 2 cohortes sont derrière, il va les chercher. Et il prend tout le pouvoir à Paris. Ça paraît le gag. Mais c'est l'effet Macron, déjà. C'est-à-dire qu'on obéit à des formes, et tout le monde obéit. C'est l'esclavage au nom de la liberté. Bon. Mais c'est le système quand même social. Toutes les sociétés fonctionnent d'une certaine manière comme ça. Mais autrefois, disons que les hommes obéissaient à d'autres hommes. Par exemple, le grand passage, c'est avant, le roi était une personne. Ben, il y a un texte très intéressant que j'ai cité à ce sujet. Et puis après, on a remplacé le roi par la loi. C'est le mot. Alors on obéit au mot, c'est la loi. Au nom de la loi. Avant, c'était au nom du roi. Et vous savez, il y avait ce poète qui avait été enfermé au nom du roi. Hein, et il s'est dit, tiens, c'était à l'époque de François Ier, je suis au nom du roi. Ben, je parie que le roi n'est même pas au courant. Alors il fait un beau poème, si vous voulez, c'était Villon. Majesté, j'ai été mis en prison au nom du roi, mais je me suis dit, le roi, c'est vous. Est-ce que vous savez que je suis en prison? Et pour montrer que vous êtes vraiment le roi, libérez-moi. Et il a été libéré. Alors après, il se passe un certain temps, et les juristes se disent, c'est compliqué, parce que quand on arrête au nom du roi, le roi charnel peut nous désavouer. C'est ennuyeux, là. Il faut trouver une solution. Alors, il se trouve la solution, il coupe la tête du roi, et l'imprimeur arrive affolé, en disant, avant, on arrêtait au nom du roi. Non, rien n'a changé. Dans tous les imprimés, vous remplacez le R de roi par L de loi, et tout marche comme avant. Et maintenant, tout est fait au nom de la loi, c'est tout. Alors la loi, comme c'est personne, c'est très pratique parce que les juristes, ils ne sont jamais désavoués par personne, et c'est la situation de l'Assemblée nationale. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir la magie de cette bande de tarés, si vous voulez, parce que ce sont des tarés. Je ne sais pas cravacher, ce sont des tarés, si vous voulez. Bon. Mais ce sont des tarés qui tiennent par l'institution. J'ai connu un avocat général de la Cour de cassation, qui était une femme, qui l'est toujours d'ailleurs,
Et j'avais posé la question de la féminisation de la magistrature et de l'attitude notamment de certaines populations qui ne respectent pas trop les femmes devant un juge qui était une femme. Alors il m'a dit que ce serait intéressant. Au début, on l'appelait monsieur, parce que le juge était un monsieur. Vous voyez la puissance des formes, la magie des formes. Et puis après, elle a dit, mais ce qui nous soutient, c'est le poids de l'institution. C'est comme maintenant. Actuellement, ce sont tous des tarés. Ils ne valent rien du tout. Mais comme vous les voyez devant un château, vous dites, devant un château, c'est un châtelain. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si vous voyez quelqu'un devant un dictionnaire, ça devient un dictionnaire. Bon. C'est ça la magie. La magie des, si vous voulez, des reliques par contact. C'est-à-dire, vous vous mettez, prenez la photo devant le château, c'est comme Tartarin devant Tarascon. Si Tartarin est pris devant un lion, c'est que c'est un lion. C'est aussi bête que ça, hein, la magie politique. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Hein. Quand vous avez une grosse voiture, vous êtes quelqu'un de puissant, on vous respecte. Moi, j'ai eu quand même, dans mon expérience, j'ai occupé diverses fonctions. Quand vous avez la fonction, tout le monde vous révère. Si vous n'y êtes plus, bah, on ne vous voit plus. Enfin, c'est ça, c'est la magie. C'est la magie des formes. Mais est-ce qu'on ne devrait pas du coup faire une école justement pour apprendre à maîtriser ça en fait? Alors, si vous voulez, bonne question. Là, juste une petite chose sur l'Assemblée nationale. Vous verrez, ce qui est intéressant, c'est de voir, de saisir ce qui se passe dans la tête des tarés que vous voyez. Parce qu'ils doivent quand même respecter quelque chose. Ils ont quand même le sens du danger. Et eux, pour eux, le Dieu, c'est la Constitution. C'est la République. C'est la démocratie. Là, c'est intouchable. Et ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Ils peuvent tout dire, tout faire, prendre des décisions qui ne ressemblent... Mais qu'ils vont être sauvés par l'opération du Saint-Esprit Constitution. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le cadre de la Constitution, on peut faire n'importe quoi. On s'en fout plein les poches. Hein. On prend des lois totalement... On ruine les gens. On fait se suicider les gens. C'est pas grave. La Constitution y pourvoira. C'est tout. C'est leur seul Dieu. Ils respectent la Constitution. Vous voyez, il y a la Constitution. Voilà. C'est inimaginable le degré de bêtise. Ils ne posent pas les problèmes en termes de finalité. Ils n'ont pas de but. Moi, j'ai fait des plans toute ma vie. Vous voyez que Bayrou ne sait pas ce que c'est qu'un plan. Il ne sait pas ce que c'est qu'un budget. Parce que dans un budget, il y a deux colonnes. Hein, il y a les rentrées et les sorties. Ben ça, il s'en sait pas. Et puis après, il y a des postes. Et puis après, il y a des masses. Et puis il y a des totaux. Et puis quand on fait un plan, on explique. Le plan, un budget, c'est pas dire tiens, vous travaillerez lundi de Pâques. Là, c'est le niveau supersonique, si vous voulez. Et alors, vous voyez que le langage n'est pas opérationnel. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, dès l'instant que vous pouvez avoir la droite et la gauche qui se battent, c'est qu'il n'y a pas de vérité. S'il y a une vérité de droite et une vérité de gauche, c'est qu'il n'y a pas de vérité tout court. Hein, bon, voilà. Donc on en est là. Alors après, on a un langage qui est insignifiant. Et quand vous voyez des gens qui disent n'importe quoi et qui sont quand même dans une position intéressante, c'est qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière. C'est-à-dire que ce sont des clowns qui sont mis en scène pour cacher que les choses importantes se passent derrière. Bon, elles se passent ailleurs, les choses derrière. Voilà, c'est tout. Bon, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Et sinon, j'ai entendu le président Macron un jour parler d'agenda caché, une fois. Donc il sait qu'il y a un agenda caché. Et l'agenda caché, qui le connaît? Ben, celui qui le font. Ce sont les véritables acteurs. Les autres jouent au petit jeu pour les enfants. On les amuse. Vous savez, on tire au sort, les élections. Tout ça, c'est du décorum. Ça ne mène nulle part. Donc, alors, vous parlez de la question. Donc, si vous voulez, on a ce jeu de dupes. Mais le jeu de dupes, c'est la chambre. Mais les médias, c'est la même chose. Les médias sont là pour nous occuper, ça a été dit par le président Lelay, le cerveau. Ils sont là pour nous empêcher de penser. Alors, on vous dit, un tel dit ça, ah, que répond un tel? Ah, mais que dire? Ah, tiens, il y en a qu'un. C'est le café du commerce. C'est uniquement un tel parle d'un tel. Et Madame Léonard Roosevelt avait dit une chose intéressante, elle avait dit, les gens supérieurs parlent des idées, les gens moyens parlent des faits, et les médiocres parlent des gens. Ben oui, les médias ne parlent que des gens, c'est-à-dire de rien. Ce sont des gens qui ne représentent rien, et donc on fait dire des choses qui ne veulent rien dire par des gens qui ne représentent rien, qui ne mènent nulle part. Alors évidemment, ça pose la question de la destination. Parce que le grand principe que disait le maréchal Foch, c'est simple, bon, la conduite de la guerre m'a appris que pour vaincre, il faut un but, un plan, une méthode. La conduite du gouvernement m'a appris que pour réussir, il faut un but, un plan, une méthode.
etc. Donc là, actuellement, est-ce qu'on vous parle de but, de plan de méthode? Alors vous, tout à coup, ils viennent de découvrir, soi-disant, qu'il y a une dette. Mais la dette, vous parliez tout à l'heure du défilé chinois. Qui a fait un géant de la Chine? Autrefois, au Moyen-Âge, partout, il y avait des secrets des corporations. C'est que quand vous savez faire un baba au rhum excellent, vous n'indiquez pas à votre concurrent comment on le fait. Eh bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mot d'ordre, agenda caché, je l'ai vécu, puisque je suis président de l'ERAMA, l'Alliance internationale pour les apports en physique et en physique et en économie de Maurice Allais, qui, dès 1999, a tout dit. Hein, puisque à partir de l'an 2000, vous avez la balance commerciale qui devient déficitaire alors qu'elle était positive. Hein. Eh bien, il l'a dit. Donc c'était compréhensible avec l'intelligence naturelle. La mondialisation, la destruction de la croissance et de l'emploi. Pourquoi? Parce que vous savez que quand vous avez un savoir-faire et que vous le donnez à votre concurrent chinois, d'accord? C'est lui qui va faire le produit, vous le revendre, donc vous exportez un savoir-faire et vous importez finalement du chômage et un déficit commercial. Ce n'est pas la peine d'avoir un gros ordinateur à Bercy pour le savoir. On le savait. Les gens qui manipulent l'agenda caché le savaient. Et maintenant, tout à coup, on vous dit, il y a un signal, on vous dit, ah, on va découvrir la dette. Et tout à coup, ils découvrent la dette. Non, on nous prend vraiment pour des 3 petits points. Et le débat médiatique dont je vous parlais, il y a 3D pour le... C'est le lavage de cerveau, les fameux 3D anglo-saxons, puisque toute la peste vient des anglo-saxons. Debility, dread, dépendance. Que font les médias? C'est débile. Dread, ils nous font peur en permanence. Attaque au couteau, machin, etc. Et dépendance, attention, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, ça va mal aller, il faut mettre son masque, faut ci, faut ça, c'est tout. Mais quand vous avez compris ça, vous coupez la sono et vous demandez où va-t-on vraiment? Que peut-on faire? Et la question que vous posez, c'est la bonne. C'est que, et moi, si vous voulez, ça fait quand même quelques décennies que j'ai annoncé ce qui allait se passer. Je vous rappelle que maintenant, il y a un certain Antonio Impellizzeri qui annonce qu'il a la solution pour les 44 milliards. J'ai appelé personnellement Agnès Verdier-Moulinier, si elle nous écoute, elle se reconnaîtra, et j'ai dit voilà, il faut faire quelque chose, il faut étudier ce dossier. Ce dossier, ça consiste à annuler, si vous voulez, les prêts garantis par l'État, donc effacer la dette des pauvres petites entreprises qui ont cru ce qu'avait dit le président Macron. C'est pas grave, vous ne pouvez pas travailler, mais vous pouvez emprunter. Le problème, c'est qu'après, il faut payer. Et là, vous n'avez pas d'argent. C'est très simple, il n'y a pas besoin d'un gros ordinateur pour comprendre. Mais il faut un gros ordinateur pour empêcher les gens de comprendre. Et ce gros ordinateur, ça s'appelle les médias. Il faut partout noyer le poisson pour qu'on ne le voit pas. Bon. Et donc, Agnès Verdier-Moulinier m'a dit vous comptez sur moi. Et je me suis dit instantanément c'est foutu. Et du coup, il n'y a plus d'abonnés au numéro commandé. Il n'y a pas de réponse. J'étais chez mon pharmacien l'autre jour qui m'a dit on n'a jamais de réponse. Personne ne répond à rien. Or, la démocratie, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est le droit d'obtenir une réponse. Et même de poser la question. Bon, enfin voilà. Alors, l'école. Donc, il est important en France, nous avions le premier pays au monde, le plus beau pays au monde, et d'ailleurs, il en reste le patrimoine qui est encore le plus admiré au monde. Et si notre patrimoine est le plus admiré au monde, c'est que les valeurs qui ont présidé à la constitution de ce patrimoine étaient les meilleures, mais elles sont interdites, bizarrement. C'est-à-dire que ces valeurs sont interdites. Et on faisait des bonnes écoles. Voilà, ils faisaient des bonnes écoles. Alors, maintenant, la solution, c'est, je dirais, c'est une haute école de sciences politiques pour la France. C'est-à-dire, il faut arrêter, il faut se débrancher, si vous voulez, de ce langage révolutionnaire selon la harpe, qui utilise les mots à l'inverse de leur sens réel, qui prend des mots normaux et qui en fait l'inverse. Bon, la liberté, c'est l'esclavage, etc. Et il faut revenir au langage, c'est ce que je prône pour l'Académie, il faut revenir au langage français tout simplement et redonner leur véritable sens. Je prends un exemple. Bon, la Constitution ne marche pas. Élection, réélection, le président Macron l'utilise, rien ne marche. Alors, il y a quelqu'un, il s'appelle Philippe de Villiers, qui dit il faut faire un sondage, il faut faire un référendum sur l'immigration. Il ne va pas jusqu'à dire quelle est la question qu'il faut poser. On va faire un sondage. Alors, si vous utilisez l'intelligence naturelle, vous vous dites, dans la Constitution, il y a marqué la République française, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Qui dit mieux? Carton plein. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche-t-il pas? Écrivez une lettre.
au peuple, il n'y aura pas de réponse, on dirait il n'y a pas de numéro. Donc le peuple, c'est une fiction. Et un souverain, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui agit. Or là, on est en train de vous dire que ce peuple souverain, il faut lui donner la parole. Attendez, le souverain qui n'a pas la parole, c'est pas un souverain. C'est même pas un roi fainéant. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Donc on a un mot complètement imbécile auquel tout le monde croit. Tout le monde croit que le peuple est souverain. Tout le monde croit qu'on peut donner la parole au peuple. Mais il faut même lui dire ce qu'il a à dire. Parce que la démocratie parlementaire, c'est de dire au peuple ce qu'il doit dire. Et comme il n'a pas de micro, on le dit à sa place. C'est ce que j'appelle évidemment la démocratie ventriloque. Donc tout ça, c'est absurde. Ça ne marche pas. C'est une fiction. Et on est étonné que des adultes croient à cette fiction. Donner la parole au peuple. Vous vous rendez compte, comme cette phrase est stupide. Donner sa parole au peuple. Quand vous êtes 10 dans une pièce, déjà, vous n'arrivez pas à vous entendre. Mais là, le peuple va avoir la parole. Silence, on tourne. Mais le peuple n'a jamais parlé. Il y a un livre italien qui a dit « Tout a été fait depuis la Révolution au nom du peuple, mais il n'a jamais eu, d'ailleurs, la parole, puisqu'il n'existe pas. » Parole, c'est 66 millions de personnes, ça fait 66 millions de paroles. La volonté générale qui a servi de Dupri à Rousseau pour faire le contrat social en disant si vous voulez, la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Vous avez vu ça dans les textes? Mais personne n'a dit, attendez, la loi, par exemple, sur l'avortement, c'est la volonté... Alors, où est-ce qu'on l'a vu? Bon, vous avez... Tout commence avec l'assassinat de Louis XVI. Louis XVI, la volonté générale. Il y a des gens qui ont dit, des grands naïfs, ils s'appelaient les Girondins. Ils ont dit, ah, le peuple est souverain, on va donner la parole au peuple pour savoir si on guillotine Louis XVI. C'était une bonne idée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, on leur a mis une étiquette, on a dit, ce sont les appelants. Les appelants, c'est un avis de mise à mort, de hors-la-loi. Quand vous avez l'étiquette appelant, c'était les gens à battre, parce que forcément, si les révolutionnaires avaient demandé aux Français s'ils voulaient assassiner Louis XVI, ils auraient répondu non. Donc, oui, on voyait bien dans les cahiers de doléances, personne ne parlait d'assassiner le roi. Si vous voulez, l'idée, c'est l'idée de l'agenda caché, c'est-à-dire qu'on parle au nom du peuple, et comme on sait qu'il ne dira rien, eh bien on est sûr de faire ce qu'on veut. Donc l'idée de la démocratie telle qu'elle est pratiquée, c'est d'utiliser le mot peuple pour qu'il y ait des gens derrière le rideau qui fassent ce qu'ils veulent. Alors certains appelleront ça les lobbies, on appellera ça comme on veut. Oui. Alors, bon, je vais vous dire, là je viens d'adresser au secrétaire perpétuel de l'Académie une lettre dans laquelle il y a le point clé, un des points clés pour créer la Haute École de sciences politiques. Bon. Le génie qui nous permet de faire le lien entre la situation absurde actuelle et la solution, c'est l'académicien François-Xavier de la Harpe, qui avait embrassé à l'époque passionnément la cause de la Révolution, donc qui est à l'origine de nos idéologies mortifères, à ses débuts. Et il apporte la réponse à l'inversion généralisée du langage qui est dénoncée par nos paysans. C'est-à-dire que les paysans ont inversé les panneaux. Donc tout le monde sait qu'il y a un système qui marche à l'envers. Bon, donc ça c'est le constat auquel il faut porter remède. Et François-Xavier de la Harpe a révélé que la langue révolutionnaire, le propre de la langue révolutionnaire est d'employer des mots communs, mais toujours en sens inverse. Cela ne souffre pas d'exception. Et ce constat, qui a été confirmé par George Orwell, avec ses formules « la liberté c'est l'esclavage, l'égalité, la tyrannie et la fraternité, la guillotine », c'est donc cet académicien, il a révélé que, la raison de l'échec de la Révolution, contrairement à ce que le bon peuple pense, la Révolution a été un échec. Quand vous commencez en disant liberté et que ça se termine par la boucherie générale, le terrorisme, les expropriations et compagnie, la guerre civile, c'est que les rêves de bonheur du peuple souverain ont échoué. Donc pourquoi? Parce que le langage était à l'envers. Le langage de Louis XVI était au début révolutionnaire, on peut dire. Quand il ouvre les États généraux, il voulait faire la bonne révolution. Et ça a terminé par un cauchemar. Je vous rappelle que Louis XVI était le restaurateur de la liberté. Donc premièrement, la Harpe nous explique pourquoi la révolution a été un échec, la révolution d'hier. Deuxièmement, il nous révèle l'énigme, la raison de l'énigme de la République impossible d'aujourd'hui. Nous avons une République impossible, ce n'est pas une République, c'est une foire d'empoigne, c'est du n'importe quoi, c'est une dette permanente. Vous avez vu, Olivier Marleix est mort de la politique,
d'une manière ou d'une autre, il est mort de la politique. Il avait dénoncé ce crime actuel antidémocratique, pour rappeler le mot, c'est qu'il avait bien dit que dans l'affaire Alstom, il y avait 600 millions qui avaient servi à tous ceux qui s'en étaient mis plein les poches. C'est lui qui le dit. Et ceux qui s'en sont mis plein les poches, ce sont justement ceux qui ont favorisé la mise au pouvoir de Macron. C'est ce qu'il appelle le pacte de corruption. Le pacte de corruption, c'est une décision qui est prise en fonction de l'argent que ça vous a rapporté. Donc on voit bien que ce n'est pas le peuple qui a choisi Macron, c'est le pacte de corruption. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Marleix. Mais ça, c'est le schéma depuis le début. L'affairisme au moment de la Révolution est total. L'affaire des assignés est incroyable. Vous confisquez tous les biens du clergé, vous faites du papier et vous enrichissez les uns en ruinant les autres. Donc la République ne marche pas. Et la harpe vous explique pourquoi, et Olivier Marleix le confirme aujourd'hui. Mais la troisième chose qu'il nous dit, c'est qu'il nous donne l'antidote du salut pour rétablir la République de demain en redonnant leur vrai sens premier aux mots de notre langue, dont l'Académie, en principe, doit être juge. Et donc, la haute école de sciences politiques consiste tout simplement à réunir les meilleurs pour remettre la langue française à l'endroit. Tout simplement, redonner un sens au mot. Le mot « le peuple » en général, ça ne veut rien dire. C'est un système de mystification. Quand vous avez par exemple le Premier ministre Bayrou qui disait « ce n'est pas ce que les Français disent, ça ne veut rien dire, les Français ne parlent pas ». Alors, pour faire semblant de les faire parler, il y a des sondages bidons qui vous donnent des espèces de majorités, les gens veulent ci, etc., etc. Mais tout ça, c'est la cuisine, ça ne veut rien dire. Quand vous prenez dans la rue, vous voyez bien que les Français ne disent rien, ou alors ils disent des choses très simples. La vie est plus chère, donc la solution, c'est qu'elle est moins chère. L'immigration est insupportable. Pourquoi demander un référendum si le peuple est souverain et que la République, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, alors que tout le monde sait que cette invasion qu'a dénoncé d'ailleurs le président qui était Giscard d'Estaing, il faut l'arrêter. Quand vous avez, dit-on, 500 000 personnes qui viennent, qui sont logées, payées, etc., vous voyez très bien que ce n'est pas le peuple qui est souverain. Bon, donc ce n'est pas un référendum qu'il faut, c'est un coup d'État démocratique, c'est-à-dire de remettre les véritables représentants du peuple au pouvoir. C'est ça, le coup d'État démocratique. C'est qu'enfin, faire marcher la démocratie. Bon, et donc la harpe explique bien que tout est à l'envers. Donc pour remettre à l'endroit, il faut une révolution qui mette les choses à l'endroit. Donc il faut cette école. Et je réalise actuellement, en voyant que rien n'aboutit, quand vous prenez Maurice Allais qui était le prix Nobel, qui connaissait la solution, et à l'époque, il était montré du doigt, parce qu'au moment de l'assassinat de Louis XVI, on a dit, les appelants, ah non, on n'a pas le droit de faire appel au peuple, c'est trop dangereux. Et je vous rappelle que les Girondins, le 2 juin, ils sont passés à la casserole. Donc il y a une guerre civile permanente qui est entretenue, antidémocratique, par ceux qui, au nom de la démocratie, empêchent évidemment la population de s'exprimer comme elle le devrait. C'est aussi bête que ça. Bon, mais pour arriver à faire fonctionner le système, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de mystification. Olivier Marleix avait très bien... Il est mort, d'une manière ou d'une autre, il est mort de son engagement jusqu'au bout. Il avait bien dit que la décentralisation avait multiplié les dépenses de fonctionnaires. Mais on n'a pas besoin d'intelligence artificielle, la bonne élection. On voit que le langage ne marche pas. C'est-à-dire la vérité n'a pas droit de citer. Et la haute école de sciences politiques, c'est de voir comment remettre, je veux dire, pour employer le terme, pour remettre au pouvoir les véritables élites, celles qui sont représentatives de la France. La France ne s'est pas faite avec la volonté générale. Le mot volonté générale qui est rien. Macron n'a jamais eu plus de 15-20% de voix, et encore, avec le pacte de corruption. Donc on a un système de mystification absolue, et donc il faut que l'intelligence, au lieu de débattre, on dit débattre, oui, non, ça ne mène à rien, il faut effectivement qu'il y ait une reprise du pouvoir par les élites qui actuellement sont tétanisées parce qu'elles ne sont pas élues. Évidemment, les élections, c'est trucage. Je vous rappelle quand même une chose, que là encore, c'est une mystification du langage, c'est pour ça qu'il faut redonner leur vrai sens au mot, c'est que le mot démocratie moderne, qui nous vient d'Angleterre, c'est une mystification, puisque ce qui fait la démocratie pour les Grecs, qui ont le droit d'auteur sur le mot démocratie, c'est pas d'avocat, pas d'élection. Donc ce que font nos tyrans à bonnet rouge, c'est qu'ils prennent les mots et les falsifient. La République,
nous ne sommes pas en République, puisque la République, il y a un droit d'auteur des Romains, et la République, elle a un forum et un temple. Elle n'est jamais laïque. D'ailleurs, notre République, soi-disant laïque, n'est pas laïque, puisque c'est une secte qui nous impose 3 dogmes, liberté, égalité, fraternité, qui sont des mots montés à l'envers pour leur donner les pleins pouvoirs. Donc c'est une religion. Donc il faut arrêter de se connecter, de se brancher sur le faux débat public. Et c'est pour ça que je réalise maintenant, je l'ai réalisé d'ailleurs sur le linceul de Turin, il faut une méthode. Et la première méthode pour la Haute École scientifique, c'est ce livre, 2 + 2 = 5, de nouvelles mathématiques pour une société. Puisque actuellement, tout est mathématique. La religion a été remplacée par les mathématiques, qui sont une autre forme de religion. Et dans ce livre, qui date de 1977, mais qui a été composé dès 1973, eh bien, tout y est, notamment le terrorisme. Le terrorisme, on parle beaucoup du terrorisme. Eh bien, vous aviez ici, j'avais composé terrorisme dans l'enseignement. Et quand je vous relisais ça, vous dites qu'est-ce que c'est une totale actualité. Donc on nous sert la soupe toujours de la même manière, mais en empêchant la solution. Vous vous rendez compte? L'enseignement, apprendre à lire et écrire. Les Grecs, ce sont eux qui ont inventé la grammaire, notre grammaire. Et avec les fameux hussards de la République, l'armée, en fait, c'était des jésuites déguisés en laïcs, si vous voulez, parce qu'ils reprenaient l'enseignement des jésuites. Eh bien, ils ont appris très rapidement aux Français de l'époque à lire, à écrire, et ça a donné les très belles lettres des soldats de 14-18. Et maintenant, nous ne serions plus capables d'apprendre à lire et à écrire. Donc c'est là qu'il y a un agenda caché. Le but, c'est de crétiniser, et toutes les réformes qui sont faites n'ont pour but que de crétiniser et de préparer les Français à rentrer dans le monde de la société informaticienne dans laquelle c'est le robot qui pense pour nous. Il faut tout de même se réveiller. Il faut arrêter. Et tous les livres qui sont sortis, soi-disant, sur les crétins numériques, etc., ils n'arrivent même pas à la cheville de ce livre, qui explique bien comment les choses. Je vais vous donner un exemple. Petite lecture sur le terrorisme enseignant. Boschitz a écrit en 1945 le concept de panique muette pour caractériser la forme de peur collective engendrée par les terroristes lorsque les citoyens n'ont aucune espérance et n'attendent aucun secours des autorités établies. C'est ce qui est le cas actuellement. On ne connaissait jusqu'alors en psychologie sociale que la panique, déchaînement de l'instinct individuel de conservation par la peur collective, contagieuse et motrice, et accomplissement d'actes absurdes, destruction des obstacles à la fuite, meurtre des plus faibles, autodestruction aveugle, par la foule, saisie d'angoisse, de mort imminente. Cette image habituelle de la panique s'exprimant en violence collective aveugle fait croire aux observateurs de la majorité silencieuse que celle-ci, par le fait de son calme apparent, est aux antipodes de la panique. Or, ce calme apparent cache l'inhibition et la paralysie caractérisant une autre forme de panique. La panique muette est sans expression motrice collective. Elle est l'expression collective de la juxtaposition cloisonnée des insécurités individuelles. Cette panique, en effet, isole les personnes, phénomène exceptionnel et tout à fait caractéristique. La conduite individuelle qui garde les apparences de la routine, du sang-froid et même de la conscience réfléchie et adaptée est en réalité entièrement dominée par l'évitement de toute manifestation personnelle et de toute initiative par la peur de se faire remarquer. De cet état, dit Tchakodine en 1951, on peut voir les commissions ou assemblées prendre des décisions ahurissantes ou ignobles, pour peu qu'elles soient suggérées par quelques personnes alliées aux terroristes. De même ordre sont le refus de témoigner, de porter plainte, de désigner ses agresseurs lorsqu'on a été soi-même victime, l'abandon à son sort de l'ami ignominieusement traité par les terroristes. Le terrorisme, on peut appeler ça le gouvernement, bien entendu. Le faire semblant de ne rien voir quand on croise un groupe de terroristes traînant une victime, même si le groupe est très peu nombreux et si l'on est 100 à le croiser. On a encore vu ça ces derniers jours. Tous ces comportements de panique muette sont l'objet d'auto-justification et de rationalisation secondaire. On dit vouloir se tenir au-dessus de la mêlée, ne pas être assez informé pour pouvoir juger, qu'il y a du vrai et du bon dans ces actions, et que ces terroristes n'ont peut-être pas tout à fait tort, ou encore qu'il ne faut pas dramatiser.
Cet extrait de la subversion de Micheli, pages 55 et 56, donne un raccourci saisissant de l'ambiance qui règne dans l'enseignement. Ce que je vous dis, c'était quand j'étais professeur en 1960, dans les années 70, dans l'enseignement. Bon. Quel que soit le nom que l'on donne au phénomène et quelle que soit l'explication qu'on lui trouve, les faits sont là. Mais le profane risque de trouver que nous allons un peu vite, en besogne. Aussi reprenons les choses par le bon bout et commençons par le commencement. Nous vivons dans une ambiance de plus en plus chargée de violence, avec les voies de fait dont les établissements scolaires et les universités sont le théâtre et passent souvent inaperçus. Ceux-ci n'en sont pas moins le cadre régulier, avec des phases d'accalmie et des phases de crise, d'actes allant de la simple brimade à la projection de vitriol, déjà à l'époque, et même à la véritable bataille rangée à coups de sabre et de pistolet, comme ce fut le cas à la maison des étudiants au Cambodge, etc., etc. Donc, si vous voulez, ça vous fait 50 ans qu'on nous rappelle les mêmes choses. Et rien n'a changé, sinon en mal. Donc, il faut une école, il faut, on pourrait appeler ça un ordre intellectuel, un ressort spirituel d'élite. Il faut que les élites reprennent conscience de leur supériorité, au bon sens du terme, et reprennent la tête, finalement, du salut. C'est ça qui est capital. Et là, nous avons l'arme de la harpe, notamment, c'est-à-dire que le langage qui est au pouvoir, le langage d'aversion dont tout le monde parle, mais en boucle, sans voir la cause, eh bien, l'origine, c'est la langue révolutionnaire qui est au pouvoir et dont la matrice est dans la Déclaration des droits de l'homme qui a inversé les commandements de Dieu. Parce que lorsque l'on vous dit qu'il ne faut pas d'insignes religieux, il suffit de se promener en France pour voir que les insignes religieux, c'est la France elle-même. Si vous enlevez les insignes religieux, vous supprimez tout. Il ne reste plus rien. Et même le palais de justice disparaît. Donc, on est arrivé à crétiniser les gens et à les complexer parce que, si vous voulez, la France est en état de choc traumatique. La révolution a été tellement atroce, c'est comme le coronavirus, les gens oublient qu'ils ont été confinés, qu'ils devaient eux-mêmes s'autoriser à sortir. Ils oublient les massacres dans les EHPAD, de ceux qui sont morts seuls, abandonnés. Et la révolution, ça a été l'opération Covid, puissance N. C'était tellement affreux que les incroyables et les merveilleux ont voulu oublier et se sont distraits. Mais nous ne sommes pas sortis du choc traumatique de la Révolution. Quand vous pensez, je vous le dis, arrêtons là, quand je dis qu'il faut une école de sciences politiques, mais il faut une autre école tout court, une véritable école. Ce n'est pas par hasard que la grammaire a été supprimée, que les mathématiques ont été supprimées, qu'il n'y a plus d'enseignement. Il ne faut plus que des petits robots, si vous voulez, écervelés, qui suivent indéfiniment les directives qui leur sont données. Alors, ce manifeste, si vous voulez, est là, effectivement, pour une nouvelle académie qui va dans ce sens, c'est-à-dire que ça, c'est qu'il faut remettre le langage à l'endroit. L'institution qui a été prédestinée pour ce travail, c'est l'académie. L'académie avait pour mission de donner des règles certaines. Et quand vous en êtes au point que l'académie met en premier, comme définition du mariage, que ce sont deux personnes, mais deux personnes, il n'y a même plus de question de sexe, deux personnes, disons que sous l'autorité officielle, eh bien, et que un homme et une femme n'interviennent qu'après. Quand vous arrivez, non pas en termes de morale, à cette négation, ce négationnisme de l'évidence, eh bien, vous voyez à quel point nous sommes en état d'esclavage mental. C'est-à-dire que l'outil de la liberté, c'est le langage. C'est la vérité de la langue. Et le mot liberté, par exemple, en français, n'est pas du tout celui qui est admis. Donc, il faut effectivement recréer l'académie qui va remettre le langage en ordre, parce que sans langage de vérité, vous n'avez pas de justice. L'industrie, nous avons été désindustrialisés par le mot protectionnisme, qui terrorisait tous ceux qui voulaient avoir une industrie. Donc c'est ce langage révolutionnaire qui nous ruine, qui nous détruit, qui nous fait assassiner, qui nous a fait passer de la première place maintenant à la fin du peloton. Donc il faut, évidemment, la haute école de langage, c'est évidemment l'académie, mais aussi il faut recréer cette école de politique pour reprendre les clés de la politique et reprendre le pouvoir. Parce que ce système est piégé. Il est bien entendu que le système électoral, avec le pacte de corruption permanent, il est évident qu'il ne peut jamais y avoir de véritables élus. D'ailleurs, vous
vous avez des bureaux d'investiture. Dans les partis, vous avez un bureau d'investiture. Ce qui montre bien que le député n'est pas élu par la population, puisqu'il est décidé par le bureau d'investiture. Et pour être accepté et investi, il faut faire ce que vous dit le parti. Et le parti, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ce que vous dit le pacte de corruption. Mais ça, c'est depuis le début. L'agiotage est un mot qui date de la Révolution. Et ce n'est pas par hasard que vous avez les assignats qui consistent à confisquer le bien du clergé, parce qu'après, on va confisquer, c'est le prélèvement obligatoire de tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est la plus grande imposture politique de tous les temps. De dire qu'on vous libère au nom du peuple, et qu'en fait, c'est une infime, si vous voulez, c'est un... D'ailleurs, il y a eu un film Hold Up pour la prise du pouvoir de Macron. On peut dire, pour prendre le mot anglais, que ce qui s'appelle démocratie et qui n'est pas une démocratie, ce qui s'appelle république et qui n'est pas une, c'est, si vous voulez, un acte de banditisme en bande organisée. C'est-à-dire que la bande organisée, c'est le Parlement, c'est le pacte de corruption dénoncé par Olivier Marleix, qui est mort d'une manière ou d'une autre de la politique. Et donc voilà, donc il faut, et tous ceux qui sont intéressés doivent commencer par la première marche, c'est que dans ce livre, vous avez, je le relisais en vue de... Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez ça par exemple. Ça, c'est l'enseignement, c'est le malingénie qui coupe le rapport entre la cause et l'effet. Et quand vous prenez les débats, il n'y a jamais de rapport de cause à effet, il n'y a jamais de conclusion. Il y a un débat, droite-gauche, et il n'y a pas de conclusion. Là, le déficit, il est là, voilà, il n'y a pas de raisonnement. Bon, ça c'est le malingénie, c'est l'irrationnel. Mais vous avez... Pour les enfants, tous les défunts, là, c'est la socialisation de l'élève, si vous voulez. Ça, on met tout ça dans un grand et on socialise et on va avoir le bon jus qu'il faut. Bon, vous avez, à l'époque, vous avez tous ces dessins, mais vous avez la destruction de la société, vous avez... Quel était le but des mathématiques modernes? D'abord, on vous a dit que c'était merveilleux. À l'époque, il était dit par les propagandistes qu'avec les maths modernes, tout le monde ferait polytechnique. Ils n'ont pas peur, hein. C'est comme le vaccin, ça sauve tout le monde. Ça, un mensonge n'est jamais assez gros pour passer. Mais ils préparaient la suppression de l'intelligence, c'est-à-dire le 2 plus 2 égale 4, est remplacé par le 2 plus 2 égale 5, c'est l'axiomatique. C'est-à-dire qu'autrefois, la société devait fonctionner à partir de la raison, et maintenant, c'est vrai parce que je vous le dis. Sauver des vies, quoi qu'il en coûte, c'est un axiome, on n'a pas à le démontrer. Ça vous tombe, c'est l'opération du Saint-Esprit, ou descend, c'est miraculeux, si vous voulez. Bon. Et c'est tout ce qui fonctionne. Et donc, ce livre est capital parce qu'il explique que, 1, c'est la suppression du raisonnement, c'est la suppression de la vérité, c'est la mathématisation des situations familières, et tout est mathématique. C'est ce que préparaient les maths modernes. L'union de deux ensembles, c'est l'union de deux fichiers, etc. Donc, c'était ce que j'avais dit, non pas des mathématiques, mais c'était le conditionnement à la gestion, à l'esprit de l'informatique et à l'obéissance aveugle à ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, c'était cette marche vers l'esclavage. Vous l'avez, là, la suppression des disciplines, hein, avec le data-terrain, et donc, ce livre posait la question de l'avenir, parce qu'il faut toujours se poser la question de l'avenir. L'avenir, c'est que le plan, pour être acceptable, et pas traité tous les deux, c'était le meilleur des mondes à la sauce Orwell. J'avais cherché une image acceptable, parce que ce sont deux romans incontestables, Vue de l'Ouest, le meilleur des mondes, Vue de l'Est, 1984, et nous avançons vers cette société du meilleur des mondes, dont il a été dit que le drame, c'était de savoir comment c'était cette utopie pourrait être... Et là, ce que ne comprennent pas la plupart des Français maintenant, ce qui est normal parce qu'ils sont emboutis, c'est ce qu'explique très bien Albert Speer dans Au cœur du Troisième Reich, que je cite, en axe 4, chez Fayard. Vous pouvez le faire, tout est dans ce texte, pour savoir comment le monde est dirigé. C'est-à-dire, on vous dit c'est le peuple, mais on n'a pas besoin de peuple. Le peuple, c'est le mot qui empêche de réfléchir et qui empêche les élites de faire le travail. Ce que dit Albert Speer, c'est la chose suivante. Mais en cette malheureuse époque, en dehors de l'infamie des hommes, un facteur, pour la première fois, avait fait son entrée dans l'histoire, différenciant cette dictature, donc celle d'Hitler, de tous ses modèles historiques,
et devant sans doute dans l'avenir encore gagner en importance. C'est le cas, ça encore, ce que je vais vous dire, ça a encore gagné en importance. En tant que principal représentant d'une technocratie qui venait, sans s'embarrasser de scrupules, d'engager tous ses moyens contre l'humanité, j'essayais, dit Albert Speer, non seulement de reconnaître, mais également de comprendre ce qui était arrivé. Dans mon discours final, je déclarais « La dictature de Hitler fut la première dictature d'un État industriel en cette période de technique moderne. Une dictature qui, pour dominer son propre peuple, se servit à la perfection de tous les moyens techniques. Grâce à des moyens techniques tels que la radio et les haut-parleurs, 80 millions d'hommes peuvent être asservis à la volonté d'un seul individu. » Et Speer d'ajouter dans ses conclusions « Le téléphone, le téléx et la radio permirent aux plus hautes instances de transmettre immédiatement leurs ordres aux échelons les plus bas, où on les appliqua sans discuter, à cause de la haute autorité qui s'y attachait. Ces moyens permirent une surveillance très ramifiée des citoyens, en même temps que la très grande possibilité de garder secrets les agissements criminels. Pour le non-initié, cet appareil d'État peut apparaître comme le fouillis apparemment absurde des câbles d'un central téléphonique. Or, comme ce central téléphonique, une volonté pouvait à elle toute seule l'utiliser et la dominer. Les dictatures précédentes avaient besoin de collaborateurs de qualité. C'est pour ça qu'il fallait un bon enseignement. Même dans les fonctions subalternes, d'hommes capables de penser et d'agir par eux-mêmes. À notre époque de la technique, un système autoritaire peut y renoncer. Les seuls moyens d'information lui permettent de mécaniser le travail des organes subalternes. La conséquence en est le type d'individu qui reçoit un ordre sans le discuter. Et ça, c'est les maths modernes, c'est toute la formation actuelle. Il n'y a plus besoin de personnes qui connaissent le latin, qui connaissent la grammaire, qui réfléchissent. On a besoin d'organes qui obéissent sans discuter. Et le génie, Hitler, c'était une dictature visible, c'est que là, c'est au nom de la liberté, de la démocratie, et c'est vous-même. C'est vous qui décidez, il n'y a pas à discuter, puisque c'est le peuple. Le peuple, c'est vous. Voilà. Et donc ça, c'est la clé de Macron, le président ventriloque. Et voilà pourquoi il faut une haute école de sciences politiques et que tous ceux qui veulent mener ce combat de salut de l'homme, de l'humanité, de l'intelligence et de la France, eh bien, rejoignent ce combat et je les invite à lire, à commencer à lire. Tout est là. Tout est là dans le plan de mathématisation du monde. Tout est mathématique actuellement. Et vraiment, le point de départ, c'est chez les Grecs, chez Platon déjà. Platon disait que les bonnes natures sont les natures mathématiques. La République de Platon, c'est une république mathématique et qui est basée sur le noble mensonge. Il le dit, tout est dit dans Platon. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment une haute école pour rassembler les élites et les meilleurs et pour reprendre le pouvoir aux mystificateurs, aux faux prophètes qui se reconnaissent par leurs fruits, qui sont de plus en plus gâtés. Voilà.